intéressant. Et donc, c'est maintenant Carlo Alberto Girotto qui va parler de la collection Rothschild et l'édition italienne de la Renaissance. Alors, vous êtes maître de conférence à l'université de Sorbonne Nouvelle Paris 3 et vous êtes spécialiste du roman italien de la Renaissance et du XVIIe siècle. Donc là, vous allez parler plutôt de la Renaissance aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Je souhaiterais tout d'abord remercier vivement les organisatrices de ce colloque de m'avoir invité à ces journées entièrement consacrées aux collections Rothschild. Comme les contributions que nous avons déjà entendues l'ont montré, cette rencontre permettra d'avoir de nouvelles clés d'accès à cet ensemble remarquable qui continue à susciter, on le voit, un vif intérêt de la part des chercheurs. Et je m'excuse ensuite de mon absence à une partie de la matinée à cause d'une superposition avec les créneaux de mes cours et aussi du blocage qui est actuellement en cours à Paris 3. La partie livresque de la collection, ou mieux des collections liées à la famille Rothschild, est composée d'objets extrêmement variés. Un réseau de l'intérêt que chaque membre de cette famille de mécènes a manifesté au cours des décennies entre 19e et 21e siècle. Il s'agit donc des manuscrits illuminés, d'éditions anciennes et plus récentes, placards, recueils d'images et de dessins, reliures, exemplaires avec dédicaces ou en voix d'auteur, etc. Dans tous les cas, la qualité exceptionnelle des volumes Rothschild, conservés aujourd'hui dans les collections publiques françaises, notamment à Paris, a comme point de départ la recherche d'exemplaires de choix, sélectionnés parmi plusieurs autres en suivant de nombreux critères. La provenance, la qualité matérielle de l'objet, tout comme, pour les imprimés, la rareté de l'édition ou l'état de l'exemplaire. Qu'il s'agisse d'objets liés au contexte culturel français, sûrement les plus représentés dans les collections Rothschild, ou venant d'autres milieux. Les aspects que je viens de rappeler ont été soulignés à plusieurs reprises par des contributions au cours des décennies. À partir des études de Christopher de Hamel, qui a travaillé surtout sur le manuscrit Rothschild, les contributions d'Harry Paul pour l'exposition de 2012 à la Bibliothèque nationale de France consacrée au Rothschild, et plus récemment par ceux et celles qui ont participé à la grande emprise de 2016, coordonnée par Pauline Prévost-Marcillassi. Je me limite à rappeler ici Geneviève Guillemino-Chrétien, Isabelle Desconigout et Catherine Fèvre-Darcier, dont les travaux font référence et auxquels je renvoie sans hésitation. Je renvoie aussi aux documents publiés sur la base de données les collections Rothschild dans les institutions publiques françaises, qui publient des approfondissements très utiles sur plusieurs aspects ponctuels des bibliothèques Rothschild. En raison de ma formation d'italianiste intéressé par la Renaissance italienne, je voudrais apporter quelques éléments à ces tableaux en présentant les premiers résultats d'une recherche que je suis en train de mener sur les fonds de livres italiens de la collection Rothschild. Depuis quelque temps, mon attention se concentre sur une partie de l'ensemble livresque de cette collection, notamment celle liée au nom de deux personnages, les barons James Edward de Rothschild et son fils Henri de Rothschild, vécu entre 1844 et 1881 les premiers, 1872-1947 le deuxième. Ensemble que l'on peut consulter aujourd'hui au département des manuscrits du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, et qui préserve un véritable continent textuel dont la richesse pour les études italiennes n'a peut-être pas encore été saisie vraiment. Comme nous le savons, parmi les nombreuses collections de livres réunis par les différents membres de la famille Rothschild, cet ensemble a pu bénéficier d'un catalogue imprimé en 5 volumes, publié entre 1884 et 1920 et édité par Émile Picot. Publication qui a assuré à cet ensemble une visibilité qui manque probablement aux autres bibliothèques, au pluriel Rothschild, conservées dans les autres institutions publiques françaises. À vrai dire, comme déjà Christopher de Hamel l'avait remarqué, les catalogues Picot décrit plusieurs collections, celle de James Edward, bien entendu, mort en 1881, mais aussi celle de son fils Henri, qui hérita de son père cette passion bibliophilique, et, sans doute, mais il y a quelques points à éclairer sur cette question, au moins une partie des livres achetés par Laura Thérèse, à savoir l'épouse de James Edward et mère d'Henri, intéressée surtout, pour ce que l'on sait, par les manuscrits du Moyen-Âge. Après sa mort, Laura Thérèse et son fils purent élargir la collection construite par James Edward, en profitant pour leurs achats de l'avis d'experts de renom tels Seymour de Ricci et Émile Picot, auquel on leur proposa la tâche de rédiger les catalogues de la collection réunie par cette branche de la famille de Rothschild.
Au sein de cet ensemble pluriel et pourtant intimement cohérent dans son ensemble, il est possible de trouver, entre autres, un groupe important, très important, de volumes italiens de la Renaissance, des manuscrits, bien entendu, mais aussi des imprimés, surtout, je voudrais dire, des imprimés. Nous connaissons parfois l'histoire illustre de ces objets, d'une qualité exceptionnelle, avant d'arriver au sein de la collection Rothschild. L'on doit à Henri de Rothschild, par exemple, l'achat de 2 extraordinaires manuscrits venant des archives de la famille Trissino, on est à Vicenza, dans le nord de l'Italie, qui contiennent, entre autres choses, plusieurs autographes d'hommes et femmes de la Renaissance. Plusieurs générations d'hommes et de femmes illustres de la première moitié du Cinquecento défilent sous les yeux des chercheurs en feuilletant ce volume, d'Andrea Alciato à Pietro Bembo, de Lucrèce Borgia au cardinal Bernardo Bibbiena, dont vous voyez une lettre autographe, en donnant parfois au lecteur de véritables frissons en feuilletant cet objet vraiment extraordinaire. Cette sensibilité à l'égard des témoignages manuscrits de la Renaissance, partagée avec plusieurs autres bibliophiles entre 19e et 20e siècle, s'accorde un vif intérêt pour les reliures d'époque. Comme le montre un exemplaire de la Vita di Consalvo Ferrando di Cordova de l'évêque Paolo Giovio, publié à Florence en 1550. L'exemplaire en question, en conditions singulièrement bonnes, extrêmement bonnes, est constitué d'une reliure française en maroquin brun avec plusieurs encadrements en cartouche et aux tranches ciselées. Au plat, il est possible de voir les armes de Paolo Giordano Orsini, personnage à la biographie romanesque, qui fut aussi, entre autres choses, les maris et les tueurs, par la suite, de sa femme Isabella de Médicis. Selon l'hypothèse présentée par un chercheur d'histoire de la reliure, Livio Marchi, la reliure peut être datée à l'année 1558, année du mariage d'Orsini avec la jeune Médicis, et il s'agit peut-être d'un cadeau pour les noces venant de Catherine de Médicis, elle-même, arrière-grand-tante de l'épouse Isabelle de Médicis. Chaque objet, chaque document venant de ce fonds italien de la collection de Rothschild mériterait un dossier à lui seul, même si cette démarche est rendue parfois difficile par les manques d'éléments déterminants sur plusieurs exemplaires, à partir des ex-libris. Je rappelle que Henri de Rothschild et James Edward ont un ex-libris que l'on trouve souvent sur les exemplaires, mais que, entre autres choses, Laura Thérèse n'a aucun ex-libris. Donc il est très difficile d'identifier les exemplaires venant de ces achats. Autre problème, une chronologie parfois un peu brouillée, dans la mesure où, en feuilletant les catalogues Picot, on a l'impression d'une série chronologique qui peut-être n'est pas toujours respectée. On trouve dans les 3e et 4e volumes des volumes venant sans doute de la collection de James Edward, donc de la toute première bibliothèque, de la toute première collection de Rothschild. Cependant, au sein de cet ensemble, il est possible de repérer quelques éléments caractéristiques qui permettent d'en définir les multiples facettes. Les exemplaires achetés par James Edward, par exemple, exhibent souvent une reliure moderne, réalisée dans la plupart des cas par l'atelier des Trotz-Bosonnet. Ainsi, peut-on dire, en choisissant presque au hasard, pour la première édition des Rime de Pietro Bembo, datant de 1530, dont l'exemplaire Rothschild présente une reliure en maroquin rouge, avec plusieurs encadrements au plat, à sec ou en or, des petits fers dorés sur les dos et des gardes en papier marbré. C'est une formule très typique des reliures de James Edward, vraiment la chose peut-être, je ne vais pas dire la plus banale, mais la plus récurrente quand même. Sous cette même lignée, nous pouvons rappeler l'exemplaire aussi de l'édition milanaise de 1509, du texte relatant les voyages d'Amerigo Vespucci vers les continents américains. Cette fois, la sobre reliure en maroquin rouge-violet, toujours signée par Trotz-Bosonnet, on les voit peut-être un peu mal dans la petite image en bas, signée donc au plat intérieur, ne présente aucun décor évident, tout en préservant, il faut le dire, une édition d'une extrême rareté, dont un seul autre exemplaire est aujourd'hui connu au monde à la British Library à Londres. Qu'il s'agisse donc des volumes achetés par James Edward ou de ses héritiers, les principes de rareté de l'édition semblent être un des éléments qui guident les achats des éditions italiennes. Ces principes pluriels, sur lesquels les débats chez les bibliophiles du XIXe siècle est particulièrement vif, s'expliquent sous formes très différentes, de celui de l'unicité de l'exemplaire à celui qui concerne les passages par d'illustres collections anciennes. À ma connaissance, les fonds de Rothschild conservent le seul exemplaire connu au monde d'un recueil de textes poétiques
publié en 1515 et intitulé Ruffianella, faussement attribué à Boccace. Il contient, entre autres choses, plusieurs compositions courtisanes au style très recherché, autrement inconnues aux études sur cette période de la poésie italienne de la Renaissance. Ayant miraculeusement survécu au naufrage des temps, cette édition populaire montre par ailleurs une provenance qui en augmente sensiblement les caractères exceptionnels. Comme la mention manuscrite du volume, vous la voyez un peu effacée sur l'image de droite, à la fin du volume les montre, il s'agit en effet d'un exemplaire venant de la collection d'un illustre bibliophile de la Renaissance, Hernando Colón, le fils de Christophe Colomb, le découvreur de l'Amérique. L'exemplaire fait partie d'un lot de volumes sortis de manière illégale de la Biblioteca Colombina à Séville, institution qui conserve l'important legs de Colón, tout cela autour de 1880. Chose qu'un chercheur de l'époque, Harry Harris, avait dénoncé dans une publication publiée en 1887. Plusieurs exemplaires de Colón sont aujourd'hui conservés dans les fonds de plusieurs bibliothèques européennes, du Vatican jusqu'à la BNF, justement en passant par la British Library et la Bibliothèque nationale de Madrid. Celui en question, avant d'arriver entre les mains d'Henri de Rothschild, qui l'acheta, était passé par la collection du baron Jérôme Panchon, vendu aux enchères en 1897. Ce n'est pas le seul cas d'exemplaires uniques, exceptionnels en raison de sa rareté, conservés parmi les volumes Rothschild à Richelieu. Au contraire, cette attention aux unica, donc aux exemplaires disponibles en un seul exemplaire, semble trouver son centre d'irradiation justement autour de l'édition italienne de la Renaissance, avec une prédilection très marquée, très évidente, pour les éditions populaires de cette époque. Il s'agit de publications éphémères de quelques pages, de format réduit, souvent accompagnées par des gravures, destinées à une consommation vorace de la part de ses lecteurs de l'époque. À la différence de la plupart des bibliophiles de l'époque, qui formaient souvent des collections bellétristes, par exemple en réunissant toutes les éditions reconnues comme importantes d'une période donnée, ou en créant un socle d'éditions de classiques, à la différence donc de ces autres bibliophiles, James Edward et Henri de Rothschild recherchent des objets à la nature bibliographique plus faible, si on peut ainsi dire, aujourd'hui presque introuvables dans les collections publiques internationales. Si l'on prête foi au récit d'Émile Picot, la passion de James Edward pour ces objets aurait commencé très tôt, en Italie, vers la moitié du XIXe siècle, à l'occasion de ses vacances scolaires, carrément, pendant lesquelles il aurait acheté, surtout à Venise, plusieurs documents de ce genre en fouillant dans les boutiques des libraires vénitiens. De nombreux éléments suggèrent que l'édition populaire italienne n'est pas un volet secondaire dans la formation de sa collection et de celle de ses héritiers. Au contraire, la section italienne du catalogue Picot accorde un espace inhabituel à cette typologie éditoriale, avec une présence fort étonnante des sous-genres typiques de cette production, les lamento, le recueil de textes poétiques, la chronique des faits concernant les guerres d'Italie. Plusieurs items de ce type viennent justement de la collection de James Edward, tel l'étonnant exemplaire de la Cosa Nova et le lamento universale di tutta Italia, un texte donc, qui relate une lamentation de l'Italie pour les guerres qui l'assiègent. Ce faible lamento de 4 feuillets, que l'on peut dater autour de l'année 1523, fastueusement relié avec un maroquin bleu signé par Adolphe Cusin et accompagné par l'ex-libris de James Edward, vous les voyez dans la photo au milieu, est totalement inconnu des répertoires bibliographiques actuels. L'édition tout entière doit donc sa survivance à cet intérêt des collectionneurs qui l'a sauvé de l'oubli, où plusieurs autres éditions similaires sont tombées au cours des siècles. Tout en gardant un véritable intérêt pour cette même typologie éditoriale, Henri de Rothschild proposa des modalités de conservation plus conformes à la qualité, souvent modeste, de ses publications. L'exemplaire qu'il acheta, par exemple, du Gran Lamento che fa Turchetto et Triulzio, texte parodique composé à Rome dans les années 1550-1560, on propose maintenant la date de 56. Cet exemplaire, disais-je, est conservé aujourd'hui dans une pochette de papier plus épais. Donc ce n'est pas une reliure de Trosbosonné, ses héritiers ou de Cusin.
Chose que nous remarquons aussi dans une plaquette du même genre, Consiglio e deliberazione del Tevere con gli altri fiumi suoi vassalli, texte publié après la crue du Tibre à Rome dans l'année 1557. Il est à peine nécessaire de dire que dans les deux cas, les exemplaires Rothschild sont, encore une fois, le seul exemplaire connu aujourd'hui au monde. Cela n'est pas sans conséquence, puisque cette constellation d'unica, d'exemplaires uniques, modifie parfois de façon sensible nos connaissances sur certains ateliers d'éditeurs de la Renaissance italienne, notamment pour des centres tels Venise et Rome. Ces détails concernant la conservation matérielle de ces opuscules de la collection Rothschild ne sont pas anecdotiques. Au contraire, ils nous permettent parfois de saisir l'existence d'une faible distance entre la situation originaire de l'exemplaire et ses conditions actuelles. Les cas les plus remarquables concernent, à mon avis, l'exemplaire acheté par James Edward d'une édition non datée du Contrasto, ovvero Battaglia dello Carnavale e della Quaresima. La reliure actuelle consiste, selon une pratique que nous venons de voir, à un papier cartonné, vous le voyez en arrière-plan, qui préserve des feuillets non reliés et encore aux marges non rongées. Chose presque unique, à ma connaissance, pour des exemplaires d'édition populaire de la première moitié du XVIe siècle. Ce qui peut faire croire que l'exemplaire se montre aujourd'hui avec une physionomie très proche de celle qu'il possédait en sortant de l'atelier d'impression. Donc une distance, comment dire, qui n'a pas été modifiée par une reliure moderne. Autre valeur ajoutée, l'enveloppe qui conserve l'exemplaire contient des épreuves corrigées d'une publication italienne de la fin du XIXe siècle. Les Antichi Testi, si je ne m'abuse pas, les Antichi Testi di Letteratura Pavana, édité par Emilio Lovarini en 1894, consacré à la publication de textes à la qualité éditoriale similaire. Je ne sais pas donner d'explication sur la présence de ces documents ici, pour cet item, d'autant plus qu'il n'y a pas de lien explicite avec l'édition du Contrasto dont il est question. Mais au-delà de des raisons de réunion de ces épreuves avec les textes que l'on vient de voir, il est raisonnable de croire qu'elles soient le résultat d'un échange épistolaire entre les chercheurs italiens, Lovarini, et concernant quelques-uns des documents conservés dans la collection Rothschild. La qualité exceptionnelle de cet exemplaire, encore une fois les seuls connus au monde pour cette édition, nous oblige à réfléchir aussi sur les pratiques d'échange entre les Rothschild et les chercheurs de l'époque, question sur laquelle, du moins à présent et du moins pour ce que j'en sais, nous sommes encore peu renseignés. Le parcours que je viens de vous proposer est partiel et incomplet. De nouvelles recherches seront sans doute nécessaires afin de préciser les temps, les moyens et les occasions de ces acquisitions au sein des collections réunies par James Edward de Rothschild, par sa femme Laura Thérèse et par son fils Henri, dans le but aussi de préciser les rôles joués par chacun de ces personnes dans la création de cet ensemble remarquable qui est la collection Rothschild de Richelieu. Il est néanmoins possible de percevoir, même à partir de ces quelques documents que je viens de vous présenter, les caractères tout à fait extraordinaires de la section italienne de la collection Rothschild conservée à Richelieu. Souvent de ces éditions, en tant que véritable partie émergée d'un iceberg dont on ignorait presque l'existence, nous n'avons aucune autre trace dans les collections publiques du monde entier. Il faudra peut-être réfléchir sur l'essence de cette présence et se demander si cette pratique rassemble à la démarche d'autres collectionneurs de la même époque. Il suffit de penser au duc d'Aumale, qui avait rassemblé à Chantilly une collection en quelque sorte proche de celle que je viens d'illustrer, ou à un autre personnage lié à l'Italie, Antonio Panizzi, qui, dans les mêmes années, avait fait acheter par la British Library à Londres un énorme tas d'éditions populaires de la Renaissance italienne. Il faudra aussi se demander quel est le rôle d'Émile Picot dans tout ça, dans la construction de ces ensembles, aussi en raison de son réseau assez étendu de connaissances avec les chercheurs italiens de l'époque, intéressés par ces mêmes sujets, de Francesco Novati jusqu'à Arnaldo Segarizzi. Ce qui me paraît évident ici, c'est une prise de conscience précoce, partagée entre les différents acteurs de cette partie de la collection Rothschild, de l'importance de ces témoignages souvent négligés de l'édition italienne, en raison surtout de leur caractère éphémère.
En approfondissant les questions soulevées par cette piste de recherche, il sera possible de mieux comprendre le rôle primordial du collectionnisme Rothschild dans la conservation des témoignages fragiles et pourtant primordial de la mémoire culturelle de la Renaissance italienne. Je vous remercie.